Donc Claire, on va peut-être commencer par la traditionnelle présentation. Ouais. Alors si on parle en termes de diplôme, hein, parce qu'on aime bien ça en France, donc j'ai deux diplômes, un diplôme d'ingénieur en qualité et un diplôme de maîtresse Montessori pour les 3-6 ans, pour poser le décor. Donc en termes de parcours, je suis fille de prof, donc ça s'est bien passé pour moi à l'école, ça se passait bien en sport aussi pour moi. Du coup la voie toute tracée, j'avais pas trop besoin de réfléchir, c'était une école d'ingénieur en sport-études. Donc là voilà, c'est ce que j'ai fait, trouver un travail dans l'automobile comme tous les ingénieurs font, c'est ce qu'il faut faire. Et puis mon mari a cette idée un petit peu folle de vouloir aller vivre à l'étranger. Alors que moi, les rails qui étaient là depuis ma naissance m'allaient très très bien. J'étais bien confort avec ces rails-là. Et du coup, il a trouvé un job parce qu'à l'étranger, pour moi, c'était en Italie, en Espagne ou en Belgique. Il a trouvé à Hong Kong. Donc c'était un peu plus loin. La première journée, j'ai pas mangé, j'ai pas supporté les odeurs, le bruit, le machin. Il m'a fallu quelques journées d'adaptation. Et puis une fois que j'ai passé ces journées d'adaptation, j'ai trouvé génial en fait le fait d'habiter à l'étranger parce que ça questionne sans arrêt, parce qu'on apprend des choses sans arrêt, on est exposé sans arrêt à des nouvelles choses. Donc j'ai trouvé du travail chez Decathlon à Shenzhen, juste à la frontière de Hong Kong, si vous connaissez un petit peu la Chine. Retour en France avec Decathlon pour un poste un peu plus important. J'étais en charge de tous les fournisseurs Decathlon en France. Ensuite, ça se passe bien avec Decathlon. Je suis envoyée à Shanghai pour m'occuper de tous les fournisseurs asiatiques à Shanghai. Et puis, quand on est à Shanghai, mon mari a une proposition de travail à Tokyo. Tokyo, génial, parce que c'est la mecque de la qualité. Donc, je me dis, je vais apprendre le japonais pendant un an à fond. Puis après, je travaille dans l'automobile au Japon. C'est normal. Sauf qu'au bout d'un an de japonais intensif, on apprend que notre visa ne nous permet pas d'embaucher de nounous, en fait. Et nos deux filles sont en école maternelle. C'est pas possible de travailler au Japon avec les horaires japonais. Donc je décide de ne pas travailler en industrie et puis d'être un peu plus investie dans l'école de mes filles, qui est une école Montessori justement. Vous verrez le lien. Et du coup, je deviens présidente des parents d'élèves. Je m'investis de plus en plus dans l'école, jusqu'à à vraiment regarder et à observer ce qui se passe chez ces enfants-là. Et je trouve ça tellement chouette en fait ce qui se passe. On voit des enfants en maternelle qui sont en train de faire des multiplications. On les voit lire tout seuls. On les voit travailler tout seuls. On les voit interagir avec des enfants d'autres cultures en anglais alors que ce n'est pas leur langue natale. Enfin, je suis subjuguée par ce qui se passe là et du coup je décide de me former moi-même à la pédagogie et de travailler dans l'école jusqu'au moment où en fait on est rapatrié en France. Mais en fait je trouve que la proposition pédagogique elle est tellement intéressante et je trouve que mes filles ont tellement évolué de façon incroyable que j'ai envie de partager ça avec d'autres enfants en France. Donc tant que je suis en dehors de mes rails, je me dis que je vais rester en dehors de mes rails. Et je décide de créer une école Montessori à Lyon qui regroupe justement tout ce que j'ai vu, le bilinguisme, l'interculturalité, la pédagogie Montessori. Donc j'essaie de faire ça pendant un an. J'essaye, vous avez déjà saisi un petit peu l'issue. Donc en fait, je fais toutes les démarches administratives de création d'entreprise, de création d'une école. Vous imaginez un petit peu, vis-à-vis de l'administration, c'est assez complexe. Je trouve un premier local qui est finalement abandonné parce que les voisins trouvent que ça va être un peu trop de perturbations dans leur environnement. Un deuxième local qui est tellement bien que quand je présente le dossier à la mairie, il est préempté. C'est-à-dire que la mairie l'achète en priorité. Et puis un troisième local que je trouve très bien, qui est déjà tout prêt. Je le trouve au mois d'avril, je dois ouvrir en septembre. Et puis au mois de juin, le propriétaire me dit que finalement, il ne se voit pas trop de louer un local pour une activité avec des enfants. Donc là, ça fait 1 an et demi, plus le temps que j'avais passé d'abord au Japon pour préparer. Donc là, je me dis, c'est peut-être que c'est pas le moment de le faire, donc je laisse tout tomber. Et puis je me dis que c'est peut-être le moment de revenir sur les rails, parce qu'a priori, sortir des rails, ça m'a pas trop réussi. Donc là, je postule en omettant de façon complètement consciente toute cette année et demie de préparation et d'échec entrepreneurial que je veux pas avoir à assumer face à mon employeur potentiel. Quand je cherche du travail, du coup, on me dit que ce serait bien de recommencer du coup en bas de l'échelle, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis sortie des rails, donc c'est normal. Donc je prends un job dont je vous expliquerai un peu plus tard. Donc j'évolue assez bien dans l'entreprise, ça se passe plutôt bien. Mon mari est muté en Inde, donc on part en Inde. En Inde où je commence dans une entreprise où je suis directrice qualité, ça se passe très bien, mais quelque part j'ai toujours ce projet d'école qui est derrière, donc je suis toujours un petit peu en surveillance de ce qui se passe dans ce milieu-là. Et puis je vois une école internationale qui cherche justement une école maternelle internationale indienne et qui cherche justement une directrice qui soit plutôt étrangère pour développer le côté international. Donc je postule, j'ai le poste, génial. Je suis dans l'école depuis 2 mois quand mon mari est muté au Canada. Généralement quand ça se passe bien pour moi, c'est toujours comme ça que ça se termine.
C'est filmé, j'ai oublié. Du coup, on arrive au Canada. Mes filles passent un entretien dans une école que je trouve extraordinaire qui dit, dont la devise est « Deviens ce que tu es ». Alors, on ne devient jamais vraiment ce qu'on est, mais je trouve que la devise est plutôt intéressante et puis la pédagogie qui est proposée, elle est vraiment chouette. Donc on passe l'entretien pour les filles avec le directeur, et puis le directeur pendant l'entretien des filles dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame ?» Je travaille en éducation. Super, vous viendrez en septembre, vous êtes embauchée. Ok, c'est le Canada. Ok. Donc je suis embauchée direct avant même d'arriver au Canada. Donc je travaille dans cette école-là, et puis l'espèce d'optimisme ambiant, et puis de « on y va » ambiant, et puis de « tout est possible » ambiant. Du coup, je frappe à toutes les portes, je saisis toutes les opportunités. Je finis au département d'innovation pédagogique de ce collège Sainte-Anne au Canada, où je fais en fait de la vulgarisation de la recherche en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, en neurosciences, pour la formation, pour du contenu pour les enseignants, pour qu'ils puissent l'appliquer directement dans leur contenu. Voilà. Et là, je suis rentrée depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, j'essaie de partager tout ce que j'ai appris dans les différents pays et j'essaie de le partager avec l'éducation nationale. On va revenir un peu en arrière. Donc vous n'avez pas un échec scolaire, mais plutôt de création d'entreprise au début. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée de création d'école, en quoi ça a constitué un échec et qu'est-ce que vous en avez tiré à cette époque comme enseignement? Parce que je disais tout à l'heure, en fait, l'envie, c'était vraiment l'envie de partager ce que mes filles avaient vécu, la chance qu'elles avaient eue, en fait. Ce côté devenir bilingue aussi facilement, le côté être exposé à d'autres enfants, d'autres cultures, l'ouverture d'esprit, pour eux, c'était complètement normal que les enfants ne parlent pas la même langue à la maison, qu'ils ne mangent pas la même chose, qu'ils ne célèbrent pas les mêmes festivals, qu'ils ne prient pas les mêmes dieux. Et je trouvais ça génial que ce soit leur norme à elles, en fait. Donc je voulais ça, plus la pédagogie Montessori, qui pour moi était quand même drôlement efficace. Donc je voulais que d'autres enfants en France profitent et aient la même chance, finalement, la même opportunité qu'avaient eu mes filles. Donc pour moi, c'était vraiment un projet humaniste presque. Enfin, j'avais vraiment envie de partager ça avec d'autres enfants en France parce que j'avais vu la beauté et la magie du truc, alors que c'était quand même assez simple à mettre en place en pratique. Alors en quoi je considère que c'est un échec? Pour moi, la définition de l'échec, elle est assez intéressante. Alors moi, j'accepte le mot échec, hein, on a le droit on va en parler ce soir. Pour moi, à ce moment-là, ma définition de l'échec, c'était avoir une projection, avoir un projet, et que cette projection-là, finalement, ne s'aboutisse pas. N'aboutisse pas, pardon. C'est un peu comme le projet d'hôpital dont vous venez de parler. On a l'image de quelque chose, on se projette dans quelque chose, et ce truc-là, finalement, il ne prend pas vie, il ne prend pas corps. Et ça, c'est quand même drôlement décevant. La deuxième chose pour moi qui est constitué un échec, c'est que j'avais toujours tout réussi, en sport, à l'école, etc. Et là, pour la première fois, j'étais incapable de faire quelque chose, quoi. Et donc pour moi, c'était un sentiment vraiment de honte parce que je n'avais pas été capable de faire, alors qu'il y en a plein qui arrivent à monter des écoles, et moi non. Et puis la troisième chose, c'est ce qui était particulièrement difficile pour moi, c'est que j'en avais parlé à tout le monde autour de moi. J'étais super fière de mon projet, forcément. C'est aussi ce qui m'a poussée à le mener. Et donc il fallait que je fasse face à ces gens-là et que je leur dise que non, j'avais pas réussi, quoi. Donc pour être très sincère, si on m'avait proposé une hutte en Laponie pendant 10 ans, je pense que j'aurais signé le contrat de location, quoi. J'avais toute envie, sauf de voir du monde et sauf de m'exposer, etc. Puis surtout pas d'en parler. Alors, vous avez intervenu pour un TEDx, et c'est la raison pour laquelle je vous ai découvert. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé un jour à la question, justement, vous en avez partiellement répondu, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes intéressé à la question de l'échec et de l'éducation? En fait, donc, comme je vous ai expliqué, on a été dans pas mal de pays. Nos filles sont nées en France, mais on est parti de la France, elles avaient 1 an et 3 ans en fait. Donc elles n'ont jamais été scolarisées en France quand on est parti. Elles ont été scolarisées d'abord en Chine et puis après au Japon. Donc elles ont fait leurs 6 premières années de scolarisation dans un système international plutôt anglo-saxon, plutôt bienveillant, plutôt avec les thématiques ou je dirais les valeurs que je vous ai partagées tout à l'heure, comme en France. Et on est arrivé en France, voilà, en CE1 et donc CE1 et CE2 pour les filles. Et là, très rapidement, c'est ce que je partage dans la conférence TEDx, j'ai ma grande qui est rentrée un jour de la maison et qui m'a dit « Maman, je suis fatiguée ». Et elle me dit « Je suis fatiguée d'avoir peur de me tromper, en fait ». Et j'ai trouvé la phrase géniale, géniale, non, très triste en fait, pas géniale du tout. Mais du coup, je me suis intéressée et surtout, ça m'a permis une certaine introspection sur moi et sur mon éducation à moi de française et du système scolaire français.
Et puis du coup à m'intéresser à ce que ça avait comme implication en fait. Et ce que je partage dans mon TEDx, c'est que pour moi, il y a 4, voire 5 même conséquences à cette peur de l'échec ou cette interdiction de l'échec qu'on transmet à nos élèves. La première, c'est l'intolérance en fait, parce que quand on dit qu'on n'a pas le droit de se tromper, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Et une seule réponse possible dans le monde dans lequel on vit, on sait très bien que c'est pas vrai en fait. Il y a toujours des centaines, enfin en tout cas plusieurs réponses qui sont possibles pour une seule et même problématique. La deuxième, c'est ça qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est pour ça, c'est la mauvaise estime de soi, forcément. Un exemple tout bête, quand on était au Canada, c'est ma fille qui m'a fait remarquer ça. Une dictée au Canada, quand vous avez 80% de votre orthographe qui est correcte et 20% qui n'est pas correcte, vous avez une note de 80%. Voilà. En France, on part de 20 et la moindre faute, vous dégringolez en fait. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pouvez jamais être bon en fait. Et la moindre faute, et même si vous avez 20% seulement qui est mal orthographié et 80% du texte qui est bon, vous pouvez finir avec un 0 sur 20. Donc en termes d'estime, en termes d'image, c'est juste terrible. La troisième chose, pour moi, quand le rapport qu'on met à l'erreur en France, le fait que ce soit toujours l'adulte, l'enseignant qui contrôle l'enfant, qui lui dit si son travail est bon ou pas bon, c'est que ça met une espèce de dépendance, ça crée une espèce de dépendance à l'adulte. Et je ne sais plus quel intervenant a parlé de prise de décision tout à l'heure, je crois que c'était avec Fabien, je ne vous voyais plus parce que vous êtes debout. C'est l'histoire de la prise de décision en fait. Et l'histoire de dire que quand on crée de la dépendance à l'adulte, on ne lui donne pas l'occasion de prendre ses propres décisions. Il est toujours dans l'attente de savoir si son travail il est bon ou il n'est pas bon en fait. On est toujours en train, et ça c'est très typique à la France en fait. Il y a des études, je me suis beaucoup intéressée à l'interculturalité. Il faut que j'accélère. Dans la culture française et dans la norme française, on a une culture qui est extrêmement hiérarchique. Pour des entreprises qui sont de taille similaire et d'activités similaires entre l'Angleterre et la France, on a en moyenne 2 niveaux hiérarchiques supplémentaires. Donc malgré notre esprit révolutionnaire, en fait, on est une culture qui aimons bien les chefs et qui aimons bien les directives, en fait. Et oui, le dernier quand même qui est important, le manque de persévérance évident quand on attache trop d'erreurs à l'échec. Et surtout le dernier en fait que je rajoute et je ne mentionne pas dans mon TEDx, c'est qu'en fait on considère trop dans l'éducation française que l'évaluation c'est la finalité en soi en fait. Et finalement l'objectif de l'apprentissage c'est d'avoir la bonne note, c'est d'avoir le bac, c'est d'avoir le brevet, c'est d'avoir l'examen final. Et on en oublie finalement le rôle même de l'école qui est finalement de développer des compétences. Et quand on garde ça en tête et qu'on se dit qu'on veut développer l'autonomie, quand on dit qu'on veut développer la collaboration, quand on dit qu'on veut développer la créativité, parce qu'il en faut aujourd'hui pour résoudre les nouvelles problématiques qu'on a, ben on change complètement notre mode d'évaluation en fait. Si l'évaluation est juste pour sanctionner tu sais pas maintenant, ok, le modèle d'évaluation qu'on a aujourd'hui il est efficace. Néanmoins, il n'est pas du tout aligné avec les compétences qu'on veut développer en fait. Et donc, vous répondez partiellement, enfin, vous répondez plus ou moins dans toutes les questions, mais je voudrais que vous soyez... peut-être faire une synthèse. J'ai pas bon alors. J'ai pas 20 sur 20. Peut-être faire une synthèse. Au cours de notre préparation, il y a une question qui est souvent ressortie. C'est celle comment votre expérience professionnelle, personnelle, et également votre expérience par rapport à l'échec vous a démontré qu'il y avait un rapport à l'erreur qui était problématique. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, dans l'histoire de la prise de décision, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on soit toujours dépendant de quelqu'un pour nous dire ce qu'on a à faire. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois dans mon parcours de vie. D'abord, quand je me suis retrouvée entrepreneur à vouloir monter cette école, où d'un seul coup, je me suis retrouvée avec plus personne qui me disait ce qu'il fallait faire, en fait. Et je me suis sentie vraiment perdue. Et c'est une situation qu'on ne donne pas, une opportunité qu'on ne donne pas à nos élèves de temps en temps faire des choix, prendre des décisions, etc. C'est quelque chose qu'on m'a reproché en Inde, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. L'objectif, c'était normalement que je reprenne la direction d'une marque, mais le boss m'a dit non, je ne peux pas parce que tu ne sais pas prendre de décision. Ok. Et puis le dernier, oui, donc c'est ça surtout, la prise de décision. Et puis après, cette différence, il faut que je reprenne, parce que là du coup... et puis cette histoire aussi de au pire ça marche en fait, cette mentalité que j'ai vue au Canada, de tout est possible en fait. On essaye, ça marche tant mieux, ça marche pas c'est pas grave, on aura essayé, on aura tenté quelque chose, on sait que c'est pas ça qu'il faut faire. En France on a cette culture de tant qu'on n'est pas sûr que ce soit parfait, on tente pas. Et ça c'est assez frustrant parce que du coup pour l'éducation nationale il y a des superbes idées qui sont prononcées, il y a des superbes idées qui sont émises, mais tant qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir le dupliquer sur l'ensemble du territoire et qu'on n'a pas 100% d'adhésion de tout le monde, on ne va pas le mettre en place.
Et je trouve ça très dommage parce qu'il y a des initiatives comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la FESPI, c'est la Fédération des établissements scolaires publics innovants. Donc il y a en France un certain nombre de collèges et de lycées qui sont des établissements innovants, qui ont un fonctionnement qui est complètement différent des établissements traditionnels qu'on connaît. Il y en a un à Grenoble d'ailleurs, le CLEPT, pour les enfants décrocheurs, qui a une pédagogie qui est complètement différente, sur lequel on a un mode d'évaluation qui est complètement différent, un rapport à l'élève qui est complètement différent. Et ces établissements-là, ils ont des taux de réussite qui sont juste énormes, et néanmoins on les laisse dans leur coin. Alors je ne sais pas si c'est une histoire de recherche, de documentation des résultats qui n'est pas faite. Et pour autant, c'est des expériences qui marchent, mais qu'on ne duplique pas et qu'on ne réplique pas. C'est vraiment dommage. Et qui restent des expériences isolées. D'accord, merci beaucoup. Merci. On passe aux questions. Après,